C'est un plaisir, un honneur d'être ici. Alors, je suis un peu un barbare dans l'univers du vin et on est un peu tous fatigués parce que hier on a suivi le débat de la droite. Et je voulais commencer par une citation qui permet un peu de faire comprendre l'importance de cette question des millennials, et je ne parle même pas de la génération d'après qui est encore plus problématique. J'ai la chance d'être à 105 conférences sur le sujet, principalement sur le luxe, qui montre véritablement le questionnement profond des marques, des annonceurs sur le sujet. Et je voulais juste faire cette citation. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Je vous laisse deviner qui c'est. Donc on voit un peu l'importance de la chose. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi je vous propose un petit voyage dans la tête de nos amis millennials et que j'ai appelé les hackers du vin. Le terme hacking sera vraiment le leitmotiv, ce petit message que je veux vous envoyer. Je suis planeur stratégique, j'ai créé une école sur le luxe et la mode qui est pour moi mon super observatoire millennials. Il faut être au quotidien avec eux pour comprendre leur subtilité. Et donc le terme que je veux vraiment vous donner à réflexion, c'est ce terme de hacking. Hacking, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de détourner un objet de sa fonction originelle dans le but d'en tirer parti. Donc vraiment, et le hacker, c'est le fameux hacker informatique. Donc là, on voit la couverture de mon livre Génération Y et Luxe. Au bout d'une semaine, il était hacké, on le retrouvait gratuitement sur Internet grâce aux millennials, et on en a fait un tatouage. Donc vous voyez, ça c'est du détournement. Le bouquin est sympathique, je vais le détourner en gratuit. Mais c'est aussi finalement jouer des contradictions, jouer d'une mauvaise compréhension de la cible pour en tirer parti. Les millennials sont terribles là-dessus. Et pour symboliser le hacking, je voulais vous offrir cette petite vidéo qui vient de sortir sur Internet. Là, on est sur l'univers de GTA. Donc GTA, fameux jeu de réalité où vous jouez le rôle d'un méchant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez le héros qui vient, le marchand d'armes, et il ne prend pas un gun, il a hacké, il prend un Note 7. Vous savez, Samsung Note 7, ce fameux téléphone qui explose. Et pour lui, eh bien, ce Note 7, hacking oblige, c'est mieux qu'un pistolet mitrailleur. Et on va le voir dans les rues de San Francisco et ailleurs. Vous allez le voir, c'est terrible. Ça marche bien mieux qu'un pistolet. Il arrive, vous allez le voir, il pose le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Donc voilà le hacking pour comprendre un petit peu le système que c'est. Alors, le hacking que j'ai pu constater, que nous constatons au quotidien, bien sûr, c'est l'univers du luxe. L'univers du luxe qui est un univers qui est chez vous connexe, donc extrêmement inspirant. Et le premier message, c'est que la génération Y aime le luxe, mais attention, il le redéfinit. Il le redéfinit à sa botte. Et cette redéfinition, elle peut faire mal, elle pose vraiment à des grosses réflexions. Le premier point, c'est un luxe au quotidien. Ils veulent leur petit moment de luxe, qu'on prenne un Uber, qu'on prenne un service à la demande. Il faut savoir par exemple que sur les services à la demande aux États-Unis, plus de 50% du marché est fait par les millennials, alors qu'ils ont des revenus inférieurs. Donc ce luxe du quotidien, il est fondamental. Donc si le vin devient ce petit luxe du quotidien, on voit l'impact que ça a. Le deuxième point, et là c'est un point fondamental pour le luxe qui pose vraiment des grosses questions, c'est que le luxe est de plus en plus immatériel. Aujourd'hui, il y a un transfert de désirabilité entre le hard luxury, le luxe dur, pour ne pas citer la montre, et l'expérientiel. Et là, du coup, ça pose des vraies questions. Pas très longtemps, j'étais en Suisse, auprès de grandes marques horlogères, l'horlogerie qui vit une crise très grave en ce moment. Eh bien, on leur proposait des super expériences extrêmement heureuses pour capter des clients. Et l'idée, c'est est-ce que demain, Cartier, Vuitton ne vont pas vendre des expériences? En tout cas, le marché le veut, les millennials aussi. Le troisième point, très important, et là, c'est, je pense, un point qui doit vous inspirer, c'est cette notion d'inclusivité. Ils veulent un luxe inclusif. Et là, c'est vraiment le mot-clé qu'on retrouve dans nos briefs, surtout sur les marques anglo-saxonnes, mais aussi les marques françaises. Ça veut dire quoi le luxe inclusif? C'est-à-dire que l'idée d'un vieux club anglais de père en fils que représenterait le luxe est complètement démodée et rejetée. Donc, au luxe d'être ouvert à tous, ouvert aussi à la compréhension de chacun pour que chacun puisse prendre cette petite partie de luxe, se l'approprier et le diffuser. Donc vraiment, quotidienneté, immatérialité, inclusivité, voilà les trois hackings apportés par la Y, accélérés par leur petit frère.
Donc, les milléniaux, c'est le vin. On a fait un petit plongée, vous irez encore plus loin avec l'étude qui va vous être présentée après cette présentation. Et bon, je vais vous dépeindre peut-être un paysage un petit peu négatif, mais j'aime bien qu'on soit sur le négatif pour que ce soit optimiste. Ça évite comme ça tout délit de trop grande gentillesse. Alors, on rentre dans la tête des milléniaux, et pour moi, les 3 points clés qui sont extrêmement liés, qu'il faut prendre en considération, et il faut lutter, combattre. Et le premier point, un intérêt sur le vin, certes, mais un intérêt faible. C'est bien, un intérêt consensuel. Le deuxième point, et alors là, pour moi, c'est le point qui démontre, au-delà des chiffres, cet intérêt sympathique, mais limité, une faible digitalisation du vin. Pour ça, il suffit de se balader dans un endroit extraordinaire qui est le musée des millennials et des Z, qui s'appelle donc Instagram. Et vous voyez, moi j'ai la chance de travailler pour des marques qui ne sont pas de votre univers direct, qui sont l'univers des champagnes, voire des alcools forts, une présence beaucoup plus importante du champagne, de ces alcools, que le vin. On trouve moins de contenu vin et aujourd'hui, il n'y a pas un réflexe naturel à s'auto-générer ce vin en digital. Donc un vin qui est mal présent, peu présent, pas assez présent en digital, c'est vraiment une menace de mort. Le troisième point, et on va comprendre l'ensemble, et là du coup c'est là l'inclusivité en action, c'est qu'aujourd'hui il y a un problème clair pour le millénial, c'est qu'il n'arrive pas, il a du mal à s'approprier le discours traditionnel vin. Il a du mal à justifier le pourquoi d'un goût. Et là, c'est extrêmement fondamental. Le millénial, c'est obsédé par une chose, c'est son lifestyle. Son lifestyle, c'est la clé. Je l'appelle l'homo ars vivendi. L'homo ars vivendi, c'est l'art de vivre. Aujourd'hui, on est obsédé par notre lifestyle. Un lifestyle, bien sûr, à vivre, mais aussi à diffuser. Et aujourd'hui, comme on peut être émetteur de ces messages, eh bien, on doit être capable de parfaitement justifier le pourquoi d'un vin. Et aujourd'hui, les millennials n'y arrivent pas ou y arrivent mal. Alors, le risque à terme, qu'est-ce que c'est par rapport à cette génération, et encore plus pour les petits frères, ici, c'est, là j'ai mis ce film incroyable qui fait disruption du film Kenzo, qui révolutionne complètement la communication en termes de parfum, c'est que le vin, tout doucement, mais sûrement, rentre dans le musée des millennials. Et on n'a pas envie que vous soyez au musée, clairement. Pour ça, l'idée que je vous propose, elle va faire mal. Donc non, il ne faut pas rentrer au musée, il faut sortir du musée et être dans la vraie vie, entre guillemets. C'est bien sûr de hacker le vin, jouer avec lui. Et pour le hacker, je vais faire un blasphème. Excusez-moi, la méthode, c'est comment le hacker, c'est de le couper. Alors c'est horrible, hein, couper le vin, c'est ignoble. Je vais vous choquer, je vous dis que j'étais un barbare, excusez-moi. Donc moi je vous invite à couper le vin. Couper le vin en communication, bien sûr, uniquement. Alors couper le vin, je vais vous donner 6 pistes qu'on a pu trouver en toute humilité. Là je parle de communication, mais communication au sens large, je ne parle pas simplement de publicité. Vraiment c'est la communication. Donc couper hacking numéro 1 que je vous propose. À chaque fois on va avoir un exemple que je trouve intéressant qui est lié au secteur ou non. Déjà, c'est couper le vin à, excusez-moi, je n'ai pas de terme français, à la value for money. Alors ça, c'est un élément. Ils aiment le luxe au quotidien, mais pour avoir un luxe au quotidien, il faut savoir compter. Le millénial, c'est près de ses sous. Il en veut pour son argent. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, allez-moi justifier pourquoi une bouteille vaut 11 euros, ou 12 euros, ou 20 euros, ou 30 euros pour un millénial, il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, bon, il y a quelques exemples de marques qui arrivent plus ou moins à justifier, à quantifier quelque part le pourquoi le prix d'une bouteille. Et là, je vous invite à un exemple que je trouve magnifique qui vient de ressortir, qui est dans l'univers de la mode, plus simple certes, de Cavalier Bleu, sur une chemise. Et c'est une chemise, ils l'ont sortie il y a 3 ans, une chemise qui était vendue 100 euros, et la justification de cette chemise, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, était l'équivalent, entre guillemets, de l'explication du pourquoi du comment du prix d'une berline. Donc, des coutures indestructibles, on explique pourquoi, les finitions qui font la différence, une coupe parfaite, et en même temps, c'est 85 euros. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas payé une égérie qui vous coûterait bien plus cher. Donc, il y a de l'humour, il y a du twist, mais derrière, il y a pratiquement une vérité mathématique, scientifique pour expliquer le pourquoi de cet achat.
Et couper le vin avec cette notion de value for money, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Explique-moi ton prix, je t'achèterai. C'est un petit peu le message qu'on ressent chez les millennials, mais ce n'est pas que chez vous, c'est sur tous les sujets. Deuxième point, je vous l'ai défini, c'est le lifestyle, l'art de vivre. Si vous n'êtes pas dans l'art de vivre des millennials ou des Z, vous n'existez pas. Donc, ça veut dire quoi être dans l'art de vivre? C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander aux millennials de s'adapter à vous, il faut s'adapter à son art de vivre. Il attend des marques véritablement une posture, j'ose le dire, de l'arbin. C'est dur, mais c'est une réalité. Vous devez vous adapter à son style de vie, vous devez l'étudier, le comprendre pour pouvoir l'intégrer, être dans son paysage pour être aimé. Et je donne cet exemple de Krug ID que vous connaissez certainement, mais Krug ID, donc technologie faite par Krug pour faire une bouteille de champagne connectée. La première partie, c'est l'histoire, à quelle date la bouteille est sortie des caves Krug, mais le plus intéressant n'est pas là, je trouve. Là, on est sur un contenu global, multigénérationnel. Le contenu intéressant vient après, sachant que Krug vous propose de vous connecter, bien sûr, au mobile de l'utilisateur millennials et à crafter régulièrement une playlist parfaitement adaptée à la dégustation de ce champagne. Donc on rentre dans l'univers musical. La musique, un élément fondamental du lifestyle, mais quelque part, vous voyez, quand j'achète du Krug, eh bien, même si je ne sais pas en parler, je mets la playlist et je montre que je suis un homme de goût. Ben ça, c'est une compréhension du lifestyle simplement, c'est pas une connexion bête et méchante d'informations. On va plus loin, on développe un imaginaire, on développe une envie. Deuxième, voilà, sur l'idée du lifestyle aussi, ici, je trouvais ça assez intéressant sur je vois ici que la problématique de l'ouverture de bouteilles est quelque chose de fondamental. Beaucoup de millennials n'y arrivent pas, ils ont du mal. Et on voit que nombre de youtubeurs, en fait, les plus grands succès de youtubeurs spécialisés dans le vin, qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'ouvrir la bouteille sans tire-bouchon. Ben, quelque part, vous voyez, cette difficulté d'ouverture, en effet, c'est pas lifestyle, vous n'êtes pas dans une fonction entre guillemets de l'arbin. Là, vous aidez à ouvrir la bouteille, vous lui rendez service. Le millennial peut briller en société parce qu'il sait ouvrir une bouteille comme personne. C'est très pragmatique, c'est très concret, mais on devrait être compris. Alors, on le voit, en 30 secondes, il arrive à l'ouvrir, c'est un génie. Et il a fait 8 millions de vues. Couper le vin à l'incarnation. C'est vrai que dans l'univers, quand j'écoute les millennials, on voit en effet des châteaux, et les châteaux, ma foi, ressemblent un peu à des châteaux gothiques pour les millennials. Donc un endroit mystérieux qui ne donne pas forcément envie. Or, aujourd'hui, le millennial est beaucoup plus attaché à l'individu qu'entre guillemets la maison. C'est vraiment cela va de pair. Donc il est extrêmement important de comprendre quelle est la vie du vigneron derrière cette bouteille. Quelle est sa grande histoire? Quel est son dessein? Quel est son engagement? Il veut de l'incarnation. Le quatrième point sur couper le vin, couper le vin à la politique. Là encore, je veux pouvoir briller, je veux pouvoir expliquer pourquoi j'ai pris ce vin. Alors je vais l'expliquer à cause peut-être d'un univers culturel, en effet à cause peut-être d'un individu exceptionnel que j'ai peut-être rencontré, qui est ce vigneron, ou alors à travers d'un engagement politique. Et c'est vrai, ce qui émerge, entre guillemets, aujourd'hui de façon intéressante, alors je ne vous dis pas que c'est la solution, hein, bien sûr. Par exemple, quand je prends le vin naturel, raisin issu de l'agriculture biologique, les vendanges sont manuelles, et du coup, on va rentrer dans une transparence totale du vin. Cette transparence, elle est liée aussi à la value for money. Eh bien, montrer qu'un vin a une texture engagée sur le monde, eh bien, c'est là aussi comprendre ce côté très important du millennial, parce que le millennial voit que, entre guillemets, la planète fout le camp. Est-ce qu'il donne confiance? Est-ce qu'il fait confiance aux politiques pour changer ce monde? Non. Il fait confiance à quoi? À sa consommation. Et pour ça, il doit être impeccable. Eh bien, être impeccable, c'est aussi dans cette consommation du vin. Autre idée, mais ça, on le voit, et ça, je ne vous l'apprends pas, en effet. Son lifestyle est connecté, il est dans l'innovation. Eh bien, c'est vraiment ce territoire, c'est comment le vin devient un vin connecté. Comment il s'enrichit du digital, comment véritablement il apporte des services ou un univers. Donc là, on est sur de l'information entre guillemets simple, le nombre de verres grâce à cette étui, l'origine. Mais c'est un peu comme le luxe, vous savez, je réfléchis sur le luxe connecté. Et quand, par exemple, on réfléchit sur une malle Vuitton, une valise Vuitton,
Si la valise Vuitton dit simplement vous avez un mail, il est 12 heures, on fait 15 degrés, ça ne va pas. Il faut que vous soyez magique comme peut être le luxe en matière de digital. Il faut que quelque part cette innovation serve un message de magie. Vous aussi, vous pouvez être, grâce au digital, des alchimistes d'un point de vue serviciel ou en termes de contenu. C'est un peu utopiste, mais c'est une réalité, c'est ce qu'on vit globalement avec Hermès, une marque dont on a la chance de travailler beaucoup en médias classiques, en digital. On a une posture d'enchanteur. Je pense vraiment que l'innovation du vin, c'est du service, mais aussi c'est un contenu enchanteur. Enfin, bien sûr, le design. Là, j'ai pris cet exemple très intéressant de Fubiz, donc grand site référent auprès des millennials, site qui est axé sur la direction artistique. Le millennials, dans cette dimension du luxe au quotidien, aime le beau, aime le design. Il a été vraiment imbibé d'une culture graphique. Même le mot s'efface au profit de l'image. Aujourd'hui, quand on écoute les conversations, il y a une vraie bataille entre d'un côté la bouteille traditionnelle qui plaît bien sûr, mais aussi une aspiration à une bouteille qui joue avec ses codes graphiques. Alors bien sûr c'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu ouvert entre guillemets, et le vin comme un playground graphique, pourquoi pas quelque chose qui en tout cas aurait un véritable sex appeal. Enfin, le vin et l'humour. Quand on prend du vin, une tablée, et ainsi de suite, l'humour peut fuser. Et je prends ce petit exemple d'Union Wild à travers ce film. Comment la dégustation peut être un moment à la fois de compréhension mais aussi de fantaisie. C'est une culture LOL, mais bien sûr qui respecte en même temps complètement une forme de tradition. Voilà quelque part des pistes que je vous donne, avec beaucoup d'humilité encore. Donc ce sont des hackers, hackez-les, ils aiment ça, et quelque part les pistes, les 7 pistes, la value for money. Donnez-leur cette culture pour comprendre le pourquoi du prix de cette bouteille. Ce n'est pas un acte de, entre guillemets, intellectuel qui leur font du mal, bien au contraire. L'humour, le design, l'innovation, le lifestyle, se connecter à leur lifestyle, l'incarnation et enfin la politique. Et pour finir, une pensée qui fait qu'il n'y a pas de spécialistes millennials. Les millennials, ça c'est une phrase qui est écrite par une journaliste de Forbes que j'adore. Les millennials sont comme des chats. Si vous essayez trop à les séduire, vous ne les intéressez pas. En fait, vraiment, voilà. Si millennials, je te caresse trop comme un chat, il va se casser. Je vous remercie.